Bonjour à tous. Alors déjà, j'aimerais vous remercier pour votre présence ici, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, donc ça nous fait très plaisir d'avoir du monde un petit peu dans cet amphithéâtre aujourd'hui pour cette conférence. Nous, ça s'inscrit dans notre projet de Master 1. On est tous ici étudiants dans la même classe en kinésithérapie à Orléans, dans l'école qui est juste à côté. Donc je vais me permettre de les présenter. On a Fanny, Maxime, Lohan, Rachel, Martin et moi-même Gabin. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux conférencières qui viennent justement pour ce projet, pour notre diplôme. Et voilà, je vais laisser la main à Monsieur Guéman, qui est représentant ici de l'école pour nous et qui va vous faire un petit discours également. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être dans l'amphithéâtre à l'université à une heure aussi tardive. Oui, Mathieu Guéman, je suis directeur adjoint de l'école d'Orléans et maître de conférence. Je passe mon temps à faire de l'enseignement et de la recherche. Donc aujourd'hui, je voulais vous remercier au niveau de l'université, parce que c'est rare qu'on accueille des conférences grand public, et c'est une des notions aujourd'hui qui sont importantes, de faire le relais de la science dans la vie de tout le monde. Donc ça, c'est un point très important. Après, au niveau de l'EUK, on est fiers d'avoir ce genre d'événement aussi qui attire et qui fait un petit peu reconnaître la qualité à la fois des projets menés par les étudiants et puis des conférenciers et des conférencières qu'on peut accueillir. Donc voilà, merci beaucoup à Arnaud Vincent qui a organisé ces 2 jours de formation au sein de l'école et aussi qui a chapeauté un petit peu les étudiants pour l'organisation de cette conférence. Bravo à nos chers étudiants. Alors, vous avez eu les noms, donc je ne vais pas répéter les noms de chacun, mais voilà, ça fait partie des différents projets qui existent en M1 que l'école met en place. Donc c'est pendant leur 4e année. Ils ont un UE projet au cours duquel ils apprennent à organiser soit des conférences, soit d'autres projets plus associatifs pour leur faire apprendre finalement qu'est-ce que c'est les étapes de la constitution d'un projet, les tracas administratifs qu'on peut avoir et toute la logistique qu'il y a derrière, des choses qui paraissent simples de l'extérieur mais qui, quand on les organise, ne sont pas évidentes. Voilà. Et pour terminer, je voudrais remercier Marina et Marion d'avoir fait le déplacement de si loin pour venir dans cette belle ville d'Orléans. Alors malheureusement, elles ne resteront pas assez longtemps pour découvrir les choses, mais peut-être que vous reviendrez et on aura plus de temps pour vous montrer ça. Donc voilà, profitez de ces 2 heures de conférence. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir des gens de prestige comme ça, avec toute cette connaissance. N'hésitez pas à poser des questions. Le format, je pense, est très adéquat par rapport à ça. Donc merci à vous et passez une excellente soirée. Donc, comme l'a dit Gabin, on a la chance d'avoir 2 conférencières kinésithérapeutes de la montre du Kinicoureur. Et dans un premier temps, on va avoir Marina Gaillard-Bloch qui va vous présenter la première partie de cette conférence sur le lien entre la course à pied et le plancher pelvien. On va avoir un temps d'échange entre la première partie de la conférence et la deuxième, présentée cette fois par Marion Rabanne. Donc je vais leur laisser la parole et elles vont se présenter. Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Marion Rabalange, j'ai fait tout mon parcours universitaire en Belgique. Et même si je suis française, je suis restée travailler là-bas. J'ai étendu aussi mon travail de recherche dans une thèse de doctorat que je suis en train de terminer sur le retour à la course à pied après l'accouchement. Donc ça va être ce soir, je vais vous présenter les résultats de partie de ma thèse. Ça va être des résultats que je vous demanderai de pas prendre en photo parce que je n'ai pas encore je n'ai pas encore publié les résultats dans le cadre d'une publication scientifique. Mais en tout cas, je serais super contente de répondre aussi à vos questions concernant cette thématique. Je travaille toujours à Bruxelles, je suis aussi clinicienne, j'accompagne les femmes dans leur retour au sport après leur accouchement et pendant la grossesse. Également aussi la prise en charge des coureuses à travers tous les âges dans leur pratique, qu'elles soient récréatives ou compétitrices. Et puis avec Marina, on enseigne déjà depuis 6 ans maintenant ce cours sur la course à pied au féminin. Comment est-ce qu'on peut accompagner les femmes
à travers l'adolescence, la période périnatale et la périménopause dans leur pratique de la course à pied. Et donc, on est aussi venu pour enseigner ces 2 journées. Voilà pour moi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marina Goyard. Vous allez voir, il y a un petit accent qui apparaît en plus après avoir parlé toute la journée en français. Je parle normalement en espagnol. Je suis née en France, mais ça fait plus de 40 ans que j'habite là-bas. Alors, vous allez voir qu'il y a un petit accent. Je suis kinésithérapeute avec un master en kinésie neuromusculo-squelettique et un master en rééducation en pelvipérinéologie. Et j'ai fini mes études de doctorat l'année 2024. J'ai fait la soutenance de ma thèse, où un des chapitres, je pense, le plus intéressant, c'est l'établissement des corrélations entre la biomécanique de course, le type de chaussures et la force du plancher pelvien. Moi aussi, je fais de la pratique clinique. J'essaye de continuer à être reliée à tout ce que c'est la recherche, mais je peux vous dire, en Espagne, c'est pas facile, mais je continue. Alors, j'espère que la vie va m'apporter d'opportunités à pouvoir continuer. Et comme vous a dit Marion, ça fait 6 ans que je travaille avec la clinique du coureur, avec Marion, pour montrer, pour expliquer, pour enseigner la formation de la course à pied au féminin. Et je suis hyper contente de venir à Orléans parce que c'est ma première fois ici et je trouve que vous avez un campus formidable et je suis hyper contente de pouvoir partager cette présentation de la course à pied et plancher pelvien, l'impact biomécanique du sport sur le plancher pelvien parce que c'est un thème qui me passionne. Alors merci Arnaud pour l'invitation. Alors, je pense que c'est important de mettre un petit contexte clinique. Finalement, on sait que chaque fois, il y a plus de femmes qui vont faire de la pratique sportive en Europe. On sait qu'un 60% des femmes vont être actives, vont pratiquer un sport. On sait que le fait de pratiquer du sport a des effets bénéfiques sur toute la santé physique, santé mentale, et peut avoir un effet sur le plancher pelvien. Une femme sur 3 va présenter des symptômes au niveau du plancher pelvien. C'est-à-dire que dans ce 60% de femmes actives, sûrement un pourcentage élevé aura des problématiques au niveau de son plancher pelvien. Et c'est important, notre rôle comme kiné, on doit savoir comment accompagner ces femmes-là pour rester actives, mais respectant la santé pelvipérinéale. Ces symptômes, évidemment, auront un impact hyper important sur la qualité de vie. C'est-à-dire, on sait que c'est pas un dysfonctionnement important pour pouvoir continuer sa vie, mais on sait que c'est des troubles qui peuvent imposer des problématiques au niveau de ce qui est la partie sociale, la partie relationnelle. Alors, on a des éléments très intéressants à mettre en place pour accompagner les femmes atteintes de dysfonctionnement du plancher pelvien. Et on sait en plus, et c'est très dommage, parce que les femmes qui ont des troubles abdominopelviens, parfois un pourcentage très élevé, vont arrêter leur pratique sportive. Et on sait en plus que dans la santé de la femme, c'est hyper important de se maintenir active. On le sait pendant la grossesse, pendant l'étape postpartum, mais je parle aussi des femmes dans l'étape en périménopause et ménopause. On sait que l'activité physique, le sport va être un élément clé pour rester en santé. Pour continuer, je pense que c'est intéressant de faire un petit mot sur l'anatomie fonctionnelle. C'est clair que si vous travaillez dans la partie santé ou vous êtes étudiant de kiné, il y a des choses que vous savez réellement. Mais on sait que la partie importante, je vais dire surtout le mot plancher pelvien, mais je fais référence à toute l'unité centrale, c'est-à-dire c'est un système abdominopelvien. Quels muscles vont composer de façon schématique? C'est le diaphragme thoracique, le transverse de l'abdomen, les multifides et le plancher pelvien. Ça, c'est l'unité centrale. Si je parle de plancher pelvien, c'est pour le faire plus facile, mais généralement, on parle de toute cette unité. Et quelles fonctions on retrouve sur ces différentes structures, sur cette unité centrale? Les fonctions principales vont être la partie de continence. On parle de continence d'urine, continence de gaz, continence de sel. Hyper important. Parfois, on pose pas la question, on pose la question sur l'incontinence urinaire, mais parfois, on pose pas les questions sur l'incontinence de gaz ou de sel. Fonction sexuelle, aussi très importante, et je pense que c'est la grande oubliée quand on fait les bilans
parfois, cette fonction, on la tient pas trop en compte et on sait qu'on peut avoir des dysfonctionnements au niveau de la partie sexuelle qui vont avoir aussi une affectation de la qualité de vie des personnes qu'on accompagne. Important, notre plancher pelvien, notre unité centrale va aider à maintenir et à soutenir la partie viscérale. C'est une des composantes aussi très importantes qui doit être très bien gérée pour maintenir tout ce soutien. Et aussi, très intéressant, tout ce qui est relié à la gestion de la pression intra-abdominale. Pression intra-abdominale qu'on doit apprendre à gérer. On doit accompagner aux patientes à apprendre à gérer la pression intra-abdominale, pas seulement à la diminuer. La gestion est beaucoup plus importante que seulement l'essayage de diminution de cette pression intra-abdominale. Et je trouve un des points clés, c'est-à-dire une unité centrale, un plancher pelvien qui est fonctionnel, aussi va nous aider à la transmission de force quand on est en train de faire un geste. Et là, je vais parler d'un geste sportif parce que finalement, je viens parler de la course à pied. On doit tenir en compte que tout ce système doit travailler dans un équilibre et on doit bien penser à la partie du contrôle neuromusculaire. C'est une partie très importante. Généralement, je crois que petit à petit, on commence à travailler depuis cette ligne, mais un contrôle neuromusculaire va nous aider à que le geste sportif, à la transmission de force soit optimal. Au niveau des différents principes biomécaniques qu'on peut trouver, on sait qu'il y a 2 facteurs principaux qui peuvent altérer, qui peuvent modifier la fonction de ce plancher pelvien, de cette unité centrale. On va parler de l'impact et de la pression intra-abdominale. L'impact au sol, on sait que chaque fois qu'on va toucher le sol avec un pied, on va retrouver une force ascendante qui va venir depuis le sol. Et la gravité et le poids du corps va créer une force descendante. Finalement, on a 2 lignes de force qui vont se retrouver généralement sur notre unité centrale. Et on sait que ces combinaisons des forces dans cette unité centrale, dans la cavité abdominopelvienne, va créer des augmentations de cette pression intra-abdominale que finalement on doit apprendre à gérer, on doit aider à la femme qu'on accompagne à faire une bonne gestion. Hop. On sait que chaque fois qu'on va faire un geste sportif, on aura un pic de force, un pic de charge. Chaque fois, il y aura des charges et des forces qui vont être transmises dans tout notre corps. Et on sait que l'impact, si on pense à la course à pied, ça va être des charges répétées et transmise vers le plancher pelvien. Parce que je suis en train de parler du plancher pelvien, mais on pourrait penser aussi aux genoux, à la partie du rachis, etc. Et aussi, cette pression intra-abdominale va nous créer des pics de charge interne. Alors, ce qui est important, c'est toute cette gestion. On sait qu'on peut proposer des choses pour améliorer la gestion de ces pics de charge, de ces forces ascendantes, descendantes et de cette pression abdominale. On a dit que, ou je vous ai dit que finalement, ces 2 aspects-là, l'impact et la pression intra-abdominale, vont être les 2 mécanismes principaux qui vont expliquer la majorité des symptômes qu'on va retrouver chez les femmes pratiquant du sport. Mais avant tout, moi, j'ai un message que je veux laisser. Je pense au jour que je vais mourir, je veux que sur mon épitaphe, retrouver le message de Marina, la femme qui disait que la course à pied n'était pas un sport d'impact élevé pour son plancher pelvien. J'ai fait mon petit t-shirt, je l'ai pas amené aujourd'hui, excusez-moi, je savais qu'il faisait froid, alors j'avais peur d'avoir froid dans la salle, pour aller dans tous les congrès. Je veux faire arriver ce message à tout le monde. La course à pied, c'est pas un travail, c'est pas un sport négatif pour le plancher pelvien. Ce n'est pas négatif pour le plancher pelvien, ce n'est pas négatif pour les genoux, ce n'est pas négatif pour le dos. Si on sait le doser. Et ça, c'est le truc important. On doit apprendre à faire un bon dosage et à nous adapter à la personne qu'on accompagne. Alors, avant d'essayer de chercher les éléments pour vous convaincre que la course à pied n'est pas un sport d'impact élevé pour le plancher pelvien, on va parler de qu'est-ce qui se passe au niveau du plancher pelvien pendant qu'on court. On sait que le plancher pelvien, c'est merveilleux comme le corps fonctionne. Le plancher pelvien va présenter une activation qui va être anticipatoire et réflexe pendant on va faire un impact. Le corps se prépare à l'impact de façon anticipatoire et va répondre de façon réflexe. C'est incroyable et en plus ça, on va le retrouver même chez la population de femmes avec l'incontinence urinaire.
Ce qu'on voit, c'est que cette activité électromyographique, c'est-à-dire le timing d'activation au niveau du plancher pelvien, va augmenter avec la vitesse de course. Plus je cours vite, plus d'activité au niveau des systèmes plancher pelvien, unité centrale. Notre plancher pelvien, notre cingle abdos va être chaque fois plus efficace. Elle va mettre plus d'activité en fonction de la vitesse que je vais courir. Plus de vitesse, plus d'activité. Et ce qu'on retrouve, évidemment, cette activité électromyographique, ce timing d'activation va être moins important pendant qu'on marche que pendant qu'on court. Très intéressant, on commence à avoir de la recherche bien chouette. Ils ont essayé de déterminer le type de fibres, si c'était des fibres type 1 ou type 2, chez les femmes coureuses. Et ils ont retrouvé qu'il y avait une activité beaucoup plus importante des fibres type 2 au moment de l'attaque du pied au sol. C'est-à-dire, de façon anticipatoire et réflexe, on aura une augmentation de la partie de fibres type 2, c'est-à-dire les fibres plus puissantes, parce que les fibres type 1 vont être présentes pendant tout le cycle de la course à pied. Évidemment, c'est normal. Notre plancher pelvien, c'est un muscle antigravitaire. Et alors, pourquoi la course à pied n'est pas un sport d'impact élevé pour le plancher pelvien? Je vais essayer de vous convaincre, j'espère que je vais y arriver. J'ai pas trop de temps, mais je vous amène de la belle littérature. Alors, c'est pas moi qui parle, c'est la science. Sur la pression intra-abdominale. Qu'est-ce que c'est la pression intra-abdominale? C'est la pression à l'intérieur de cette cavité abdominale. Et on sait que cette augmentation de pression dans la cavité abdominale va être expliquée surtout par les muscles, surtout le transverse, mais aussi on va retrouver présence des obliques, etc. L'effort va pas réduire dans tous les individus la pression intra-abdominale qu'on va retrouver. Généralement, les personnes comme moi qui ont fait nos études en kinésithérapie il y a quelques années, ils nous avaient montré qu'il fallait faire souffler la femme qu'on accompagne dans le moment où il y avait l'effort maximal. Mais on a vu, la science nous dit aujourd'hui que ce ne sera pas nécessaire parce qu'il y aura certains individus qui auront une augmentation de cette pression intra-abdominale. C'est-à-dire, on doit réfléchir si sur une préférence motrice qui peut être à l'envers de ce qu'on peut penser, si c'est intéressant d'imposer une autre activation. Alors, peut-être pas nécessaire de faire changer le patron respiratoire quand on fait de l'activité physique, de l'exercice. Aussi, ce qu'on retrouve, et c'est bien chouette, parce que pendant qu'on court, il n'y aura pas une augmentation en continu de cette pression intra-abdominale. Ce qu'on va retrouver, c'est une augmentation, une diminution cyclique de la pression intra-abdominale pendant la course à pied. Et cette pression intra-abdominale peut varier en fonction de comment je cours. C'est-à-dire, il y aura des schémas de course, des patrons de course qui vont être plus intéressantes si on veut diminuer cette pression intra-abdominale, et on peut utiliser ça comme un outil intéressant à proposer. Et cette pression aussi va augmenter avec la vitesse de course. Sur cette étude-là, c'est une étude de 1978. C'est pas une étude trop récente, mais elle était franchement bien faite. Et ce qu'on retrouve, c'est que ils avaient regardé là, ça c'est la pression intra-abdominale, ça ils ont mesuré les forces et ils ont pris des mesures au niveau électromyographique pour voir comment c'était le comportement de toutes les structures. Et on voit ici sur la ligne rose, ce qu'on retrouve c'est que là, c'est le petit moment où le pied va toucher le sol. Et regardez, cette pression intra-abdominale commence à augmenter avant ce moment-là, c'est-à-dire notre corps se prépare à un impact. C'est merveilleux. Parce que on voit que au niveau électromyographique, la cingle abdo commençait à se mettre en fonctionnement pour se préparer sur ça. Comme vous voyez aussi, cette pression intra-abdominale, il y a des augmentations et des diminutions cycliques qu'on va retrouver pendant la pratique sportive de la course à pied. Quelques données. Non, si on dit la course à pied crée des augmentations, diminutions cycliques, qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature? On sait que quand on pratique de la course à pied sur terrain plat, à une vitesse de 8-9 km/h, ce qu'on va retrouver, c'est une mesure de 65 cm d'eau. C'est une différence entre le minimum 32 et un maximum de 98. Si on fait un saut sur place, c'est-à-dire, hop, ça, je viens de créer une augmentation de pression intra-abdominale de 88,5 cm d'eau.
Je l'ai passé toutes les données, parfois on les retrouve en millimètres de mercure. J'ai mis tout en centimètres d'eau pour que ce soit plus facile à comparer. Si je soulève 18 kilos, et parfois ça va être facile. Je pense, si j'ai un enfant, là j'allais dire un âge, mais je sais pas, peut-être je vais me tromper, 5, 6 ans, peut-être il va peser plus de 18 kilos, non? On va retrouver une augmentation de cette pression intra-abdominale qui peut arriver presque jusqu'à 150 cm d'eau. Si je fais un double under, c'est quoi un double under? Je passe la corde à sauter 2 fois sous mes pieds. Hop, hop, plus vite, hein. Moi je sais pas le faire. On va retrouver une augmentation de la pression intra-abdominale jusqu'à plus de 200 cm d'eau. C'est pas mal, hein? Mais attendez, j'en ai encore une meilleure. Les thrusters. Vous savez, hop, hop, je monte la charge avec quelque chose de lourd, avec une barre, avec des poids. Je peux arriver à avoir des pics d'augmentation de pression intra-abdominale jusqu'à 400 cm d'eau. La course à pied, écoutez, c'est 65,2. Pas trop, non, ça marche. Pour l'instant, c'est pas tellement important. Aussi, des autres choses qui peuvent nous mettre un peu de stress au niveau du plancher pelvien, c'est le déplacement vertical. Ça veut dire quoi? C'est le déplacement du centre de masse à chaque pas. C'est-à-dire combien je bouge en haut, en bas. Si je veux courir, ce que je veux faire, c'est aller en avant. Je veux pas me déplacer en haut, en bas parce que sinon je perds de l'énergie. C'est pas efficace. Généralement, l'amplitude moyenne qu'on va retrouver, c'est de 7 à 8 cm. Vous allez voir, j'ai d'autres données pour comparer. On sait que ce déplacement vertical peut être influencé par des facteurs comme la technique ou le schéma de course, c'est-à-dire comment je cours, les chaussures que je mets et la vitesse à laquelle je me déplace. Quelques données, on va voir qu'est-ce qui nous dit la science. Course à pied, sur terrain plein, on va se déplacer entre 6 et 13 cm. Bon, moi je dis, ce matin je disais à les confrères et co-sœurs qui sont venus au cours, moi je parle tout le temps des coureuses et coureurs qui sont heureux. Il y aura un déplacement vertical hyper grand parce qu'ils sont contents. Et alors, quand je suis content et je cours, ça bouge beaucoup, en haut, en bas. Alors, c'est sûr que ça va être plus vers les 13 cm que les 6 cm. Mais si je cours et je veux courir vite, le déplacement vertical va être plus limité. Évidemment, je peux pas perdre de l'énergie en haut, en bas. Si je veux aller vite, ce déplacement est beaucoup plus limité. Si je joue au basketball, qu'est-ce que je fais? Je me déplace 30 à 50 cm en fonction du sexe, homme-femme, et en fonction du poste où je suis en train de jouer. Mais 50 cm, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait pendant qu'on court. Et si je joue au volleyball, déplacement entre 50 et 60 cm. La course à pied, c'est pas tellement, non? On reste maximum 13 cm, pas mal. Deux des concepts clés que je pense intéressants et qu'on doit connaître, c'est le ground reaction force, c'est-à-dire la force qu'on va recevoir depuis le sol qui va monter vers les structures supérieures, et le loading rate, c'est la vitesse de la force d'impact, c'est-à-dire à un même poids, combien de force je vais recevoir sur mon corps. Je peux avoir un même poids, et si je me laisse tomber, ça va être une chose, mais si je mets de l'accélération pour le même poids, l'impact va être beaucoup plus important. Pendant qu'on court, il existe des différents facteurs qui peuvent augmenter la vitesse de la force d'impact. Comme la vitesse, plus je cours vite, plus de stress sur différentes structures, dont le plancher pelvien. En fonction de comment je cours, c'est-à-dire si j'ai un déplacement vertical important, généralement ce que je vais retrouver, c'est plus de stress sur le plancher pelvien. Plus longue est ma foulée, c'est-à-dire si je mets mon pied loin, éloigné de mon centre de gravité, je sais que ça aussi, ça va augmenter cette vitesse de force d'impact sur les différentes structures. En fonction de comment est placé mon pied et en fonction de la cadence, j'aurai plus ou moins de stress, plus ou moins de charge au niveau de mon plancher pelvien. Et aussi les descentes. Les descentes, on sait que ça va être un super révélateur. S'il y a des petits problèmes au niveau du plancher pelvien, quand je cours en descente, ça peut être quelque chose qui va révéler des situations que on sait que ça n'allait pas bien avant. Aussi, les chaussures, en fonction de ce que je mets sous les pieds, je sais que je peux moduler cette vitesse de force d'impact. Au niveau des chaussures et de la course à pied, on sait que
en fonction de la chaussure que je vais mettre sous mes pieds, ça peut modifier la manière dont je vais courir et ça va influencer la répartition des charges. Alors peut-être j'ai besoin de faire des changements ou penser à changer les chaussures vers des modèles qui soient plus respectueux avec toute cette anatomie. On sait que en fonction de la chaussure que j'utilise, on peut modifier le timing d'activation anticipatoire et ça c'est pas mal. Un outil externe peut faire une modification de timing d'activation. C'est incroyable. En plus, ça, je peux vous dire que c'est une collègue espagnole qui a fait sa thèse de doctorat sur ça et les résultats ont été formidables. Alors, on sait que les chaussures minimalistes peuvent augmenter l'activité électromyographique du plancher pelvien et ce qu'on a retrouvé, c'est une meilleure activation du plancher pelvien et une diminution de l'activité des obliques internes. Ça nous intéresse parce que si j'ai un oblique interne qui est trop présent, je vais augmenter de façon très importante la pression intra-abdominale. Alors, ça m'intéresse plancher pelvien bien active et oblique interne avec moins d'activité. C'est le tandem parfait. Et qu'est-ce que on retrouve chez les coureuses qu'elles peuvent présenter de l'incontinence urinaire et différents dysfonctionnements du plancher pelvien? Au niveau de la prévalence d'incontinence urinaire, on sait que 16% de coureuses vont présenter de l'incontinence urinaire. Si on regarde les prévalences qui sont ajustées en fonction de la distance qu'elles font et qu'elles parcourent, on arrive à un 30,7%. Et chez les athlètes, ce qu'on voit, c'est que on peut retrouver jusqu'à un 22,7% qui vont avoir des fuites urinaires. Et intéressant parce que de ce 22,7, un 19% vont présenter des symptômes pendant la pratique de la course dans ces entraînements. Ce qui des données qui me gênent franchement parce que je pense qu'on a un sacré boulot à faire. Un 70% des coureuses vont présenter des symptômes d'incontinence urinaire et non, ils n'ont pas consulté des professionnels de santé. C'est-à-dire il y a un 70% de femmes qu'elles vivent avec un sacré problème au niveau social, mais elles n'ont pas essayé de chercher une solution à ça. Et on sait que la rééducation en pelvipérinéologie, ça va être un des éléments clés à améliorer la qualité de vie chez ces femmes-là. D'autres dysfonctionnements du plancher pelvien chez les coureuses, qu'est-ce qu'on retrouve? L'incontinence urinaire. En plus, on voit qu'il y a des classements en fonction de la distance. Ils nous disent moyenne distance, on va retrouver un 25% de femmes qu'elles peuvent avoir de l'incontinence urinaire. On parle de moyenne distance, ils nous parlent jusqu'à une distance de 5 km. Longue distance, ils nous parlent dans ces études-là, distance marathon, on retrouve des prévalences jusqu'à 32%. Au niveau des prolapsus, ça va être la descente des viscères pelviennes, des organes pelviens. On retrouve seulement une étude. Il faut commencer à étudier un petit peu plus. Si quelqu'un a envie, on se retrouve après pour essayer de partager et voir comment on peut faire une recherche sur ça, mais hyper intéressant. Seulement une recherche, 12,7, c'est des pourcentages assez bas, c'est intéressant. Au niveau de l'incontinence anale, on retrouve 34% avec des fuites sel-gaz ou 29, presque un 30% avec des fuites de gaz. Et sur l'incontinence anale, on retrouve plus de littérature sur la diarrhée du coureur. Généralement, c'est des troubles gastro-intestinaux qu'on va retrouver reliés à l'effort et surtout dans des compétitions ou des distances très importantes. On parle généralement d'ultra-distance. On va retrouver des pourcentages trop variés, entre un 25 et un 83%. Et aussi, il y a des dysfonctionnements de la fonction sexuelle, que avant je vous disais, parfois on ne pose pas trop de questions sur ça, mais important. On retrouve un 44% de femmes coureuses qu'elles vont avoir des troubles dans son sphère de vie sexuelle. Attention parce que c'est pas mal. Et on a des éléments intéressants pour les aider à solutionner, à avoir une solution à ça. Alors, la course à pied n'est pas un sport d'impact élevé, non. Ce n'est pas le cas pour le plancher pelvien, ce n'est pas le cas pour les genoux, ce n'est pas le cas pour les disques intervertébraux. La course à pied n'est pas un sport d'impact élevé. D'impact, oui, mais pas élevé. On sait qu'il n'y a pas une augmentation significative de pression intra-abdominale. Le déplacement vertical est limité, vous avez vu, même il y a des déplacements jusqu'à 50 cm de hauteur.
Et la prévalence d'incontinence urinaire est très similaire à ce qu'on va retrouver dans la population générale. On sait que, en plus, on a des moyens pour moduler l'impact qui va arriver au niveau du plancher pelvien. Alors, c'est génial parce qu'on peut faire des modifications au cas où la personne que l'on accompagne ait des symptômes. De plus, finalement, la course à pied peut constituer un outil supplémentaire dans la prise en charge de nos patientes. C'est génial parce que je peux faire de la rééducation, mais je peux utiliser l'impact comme quelque chose d'intéressant à mettre en place. Et ça peut être une chose qui peut m'aider à faire un traitement encore plus efficace. On sait que pendant qu'on court, il y a une activation involontaire de la musculature en fonction de l'impact. Et cette musculature va répondre à ça. Finalement, le tissu a une capacité d'adaptation, c'est clair. On sait que si j'entraîne la force, j'aurai des muscles qui auront la capacité de bouger une charge plus élevée. Si j'entraîne et je fais des étirements, ma capacité de mouvement va augmenter, non? Alors, ce qui est important, c'est de faire un très bon dosage pour que ça soit, ou pour qu'on arrive à avoir des effets bénéfiques. Et finalement, comme tout type d'exercice, la course à pied va créer des bénéfices pour la santé générale, d'accord, sur le plan physique et évidemment sur le plan psychologique. Alors, c'est tellement important de pouvoir accompagner d'une façon respectueuse les femmes qu'on peut retrouver au cabinet. Alors, je vous anime à faire ça. Mais surtout, n'oublie pas une chose hyper importante. C'est la clé de la conférence. La course à pied n'est pas un sport d'impact élevé pour le plancher pelvien. Merci beaucoup. Vous me posez des questions, non, maintenant? Merci. Je reste là avec les micros. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des interrogations? Sinon, mais non, si ça n'a pas plu, elle ne pose pas la question. Si ça a plu. Nous, ça nous a plu en tout cas. Si ça vous a plu. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par un dosage, un bon dosage de la course à pied. C'est-à-dire, généralement, je parle du volume d'entraînement par semaine, de l'intensité, de la fréquence d'entraînement. Avec ça, on pourrait bien doser. C'est-à-dire, par exemple, en course à pied, combien de séances par semaine, combien de kilomètres de distance et à quelle intensité, quelle vitesse, par exemple. Et du coup, est-ce qu'il y a un exemple type ou c'est subjectif en fonction des personnes? Non, ça va être ça. On doit individualiser. Parce que finalement, ça va pas être la même chose quelqu'un qui n'est pas entraîné, qui va débuter. Alors, je peux pas faire un même dosage si c'est quelqu'un qui fait une pratique régulière. Je peux pas. Le volume, ça va pas être la même chose. La vitesse, ça va pas être la même. Alors non, pas d'exemple type. Individualisation. Merci. Quelqu'un d'autre? Donc, je suis entraîneur en course à pied, donc je suis complètement d'accord avec vous. Entraîneur en course à pied, les femmes. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Merci. La seule chose, c'est que pour entraîner des coureurs à pied, à un moment donné, quand ils veulent faire notamment des entraînements plus poussés de la répétition, malheureusement, souvent avant l'entraînement, avant la course à pied intensive, on va faire des exercices qui vont reprendre des sauts, des choses comme ça, qui vont du coup être à un impact plus fort. Et donc là, ma question, c'est peut-être la suite de la conférence, c'est comment et qu'est-ce que l'on peut faire pour réintroduire progressivement, et pas que pour la course à pied, mais pour les exercices bénéfiques aussi à l'échauffement, au renfort musculaire nécessaire pour performer en fait. Moi, généralement, ce que je dis, il doit exister une progression. Si on sait que le déplacement vertical, c'est un des facteurs de risque, on va essayer, si on veut faire un déplacement vertical, parce que parfois, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, on était en train de parler, je dis, si je dois rééduquer un ligament croisé antérieur, j'aurais besoin de faire de la pliométrie. Alors, si j'ai une personne avec des fuites urinaires, je fais quoi? Non. Alors, généralement, je propose un dosage au niveau du déplacement vertical. On peut commencer par des exercices avec moins de déplacements et peut-être plus de déplacements en avant
Ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, jouer avec la largeur de la foulée et la largeur, si je travaille des sauts bipodales, fermer la largeur, parce que généralement, on aura moins de tension au niveau des fibres du plancher pelvien. Et après, pour moi, il y a un point clé, c'est la fréquence d'entraînement. Si on veut créer des adaptations, on doit avoir des sacrées fréquences d'entraînement. On parle de 4, 5, 6 fois par semaine, même si c'est tout petit. Mais c'est hyper important. Parce que si je fais seulement une séance, mon corps va s'oublier. Il a les matériaux nécessaires pour ce qu'on a aujourd'hui. Si on mange, ben, ce sera pour demain. Tout ce qu'on n'utilise pas, ça va pas se maintenir. On n'a pas tellement d'énergie pour maintenir des choses qu'on n'utilise pas. Alors, c'est hyper important la fréquence d'entraînement. Je sais pas si je vous donne une... Si, je vois bien. D'accord. Merci. Moi, je voulais savoir s'il y avait des études ou non qui avaient été menées sur l'impact potentiel des cycles menstruels, justement, sur la pression intra-abdominale ou non. Pression intra-abdominale et cycle menstruel, non. On commence à voir, là, c'est un boom incroyable. On commence à avoir de la littérature. Pour l'instant, de pauvre qualité. Il y a de la recherche qui est en train de se faire actuellement où ça va nous faire basculer des trucs, je suis convaincue, et ça va être génial dans les années prochaines. Mais pression intra-abdominale et cycle menstruel, non. Pour l'instant, non. Mais ça peut être une thématique hyper intéressante en cas de vouloir faire quelque chose de recherche. Ça me fait penser effectivement, par contre, c'est vrai qu'entre cycle hormonal et fuite urinaire, il y a une corrélation en fonction des périodes du cycle. Il y a des moments où il y a davantage de fuite urinaire. Ça va dépendre, c'est-à-dire, ça va dépendre de la femme. Ouais. Pour l'instant, on ne peut pas établir, avec la science qu'on a aujourd'hui, Oui, avec les études qui sont faites, vous pouvez pas établir. on ne peut pas établir. Non, mais moi, ce que je fais, par exemple, quand j'accompagne des femmes avec des fuites urinaires, par exemple, pendant la course à pied, ce que je fais un calendrier adapté à chaque personne. Et alors, comme ça, on fait un suivi et on peut voir si on fait le suivi pendant 2-3 cycles, on peut établir sur cette patiente quel moment c'est le moment plus compliqué à gérer. Alors, ce que je fais, c'est, je commence à travailler tout ce qui est relié au niveau plancher pelvien, on fait de la rééducation, etc. Mais on fait un Excel simple, jour du cycle, entraînement, comment je me sens, l'énergie, pas, j'ai envie de faire mon entraînement, pas, et s'il y a eu des symptômes ou pas, et si les symptômes étaient plus ou moins importants. Généralement, avec 3 cycles, on peut voir des choses intéressantes, individuelles pour la personne qu'on accompagne. Et ça, c'est génial. La science, pour l'instant, ne nous donne pas des choses claires. Si c'est trop pour vous, on peut enchaîner avec la deuxième partie de Marie. Tu as le pointeur, tiens. Attends, il faut sortir. Tiens. C'était là. Je vais vous faire un petit cours d'historique aussi ce soir, pour vous permettre aussi de comprendre un peu le contexte dans lequel on se situe maintenant en 2026. Il faut savoir que la possibilité de courir pour les femmes a été un combat assez intense. Il y a encore 50 ans, les femmes avaient l'autorisation de courir maximum 1 km en compétition. Voici les postulats de la médecine du sport de l'époque. Je vous laisse vous faire votre propre opinion du haut niveau scientifique de l'époque. Et c'était sur ces postulats que les femmes avaient une limitation de courir. Il a fallu attendre que certaines femmes défient un peu ces règles et participent illégalement à des courses.
notamment la course qui a fait changer beaucoup de choses dans le droit des femmes dans la course à pied. C'est la course de Catherine Switzer dans les années, donc en 1972 à Boston, où elle a pris illégalement le départ avec son initiale, et après quelques kilomètres, elle a été interpellée, et l'arbitre de la course a voulu l'interpeller, arracher son dossard, et à l'époque, elle courait avec son petit ami qui a réussi à limiter cette interruption. Et donc Catherine a continué à courir, et grâce à elle, maintenant on a fêté les 40 ans du marathon olympien à Paris. Donc il faut savoir que l'autorisation de courir pour les femmes a cette historique qui explique aussi que la science, et la science concernant la santé des femmes dans le sport, a mis du temps à se développer. Est-ce que vous avez une petite idée de la raison pour laquelle on a commencé à s'intéresser à la santé de la femme dans la pratique sportive? Est-ce que vous avez une petite idée à partir de quand on a commencé à mener des études cliniques avec des méthodologies fiables, et on arrêtait de se baser sur des opinions d'experts qui n'en étaient pas? Donc dans les années effectivement 90, et vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu changer en fait? Alors là, je parle de la science, de la recherche. Qu'est-ce qui a pu changer le fait qu'on commence à se poser des questions sur justement les hypothèses favorables de l'activité physique sur la santé féminine? Et voilà, c'est ça qui a changé. C'est que dans les années 90, on a une chercheuse connue, Caribo, qui est la chercheuse numéro 1 dans la santé féminine et le sport, qui termine son école doctorale, qui devient professeure, et qui mène des études concernant justement les effets réels du sport sur la santé périnéale. Donc c'est le game changer, ça a été que les femmes ont commencé à s'intéresser aussi et à mener elles-mêmes des recherches sur ce domaine. Donc, dans l'évolution de la recherche et de la santé périnéale, on a aussi abordé la thématique de la grossesse. De nouveau, la grossesse, gros contexte historique assez compliqué. Jusque dans les années 85, on disait aux femmes qu'il ne fallait pas pratiquer l'activité physique intense parce que ça pouvait compromettre la santé fœtale. On leur demandait aussi de ne pas dépasser 140 battements par minute, justement, pour limiter les augmentations d'hyperthermie abdominale qui pourraient, à l'époque, on pensait ça, que ça pouvait compromettre, justement, le bon déroulement de la grossesse. Et dernièrement, j'ai fait une petite recherche avec ChatGPT. Je lui ai demandé de me donner une image d'une femme enceinte, en bonne santé. Et c'est ce qui m'a ressorti, qu'on est encore un peu loin de donner une image concrète de ce que c'est une femme qui pratique de l'activité physique pendant la grossesse. Depuis les années maintenant 2010, on commence à améliorer les recommandations et on a complètement changé notre vision. C'est-à-dire que jusque dans les années 2000, on disait aux femmes qui ne faisaient pas d'activité physique, on leur demandait de pas démarrer l'activité pendant la grossesse. Celles qui étaient déjà entraînées, actives, on leur disait de ne pas faire d'activité à haute intensité, ou en tout cas de ne pas s'entraîner avec autant de rigueur. Et maintenant, depuis 2010, complètement changé la vision, on lutte contre la sédentarité, on encourage les femmes à peu modifier leur niveau d'activité physique, parce que de toute façon, de façon spontanée, pendant la grossesse, les femmes vont diminuer leur volume d'entraînement, leur intensité, parce que les capacités physiques vont évoluer pendant la grossesse. Et donc maintenant, on sait aussi, grâce à ces études cliniques qui ont été menées maintenant depuis 20 ans, on sait qu'il y a peu de risques d'arriver à compromettre la grossesse quand on s'entraîne jusqu'à 90% de la fréquence cardiaque maximale. Donc ça nous donne vraiment maintenant un panel de possibilités plus importantes en termes d'entraînement pendant la grossesse, où pendant longtemps on disait aux femmes il fallait simplement faire de l'endurance fondamentale et que l'intensité était tout à fait interdite. Maintenant, on sait que jusqu'à 90, on n'a aucun souci. Et concernant la pratique de l'activité de la course à pied pendant la grossesse, sachez que les femmes enceintes du 2e trimestre de grossesse
ont la possibilité de s'entraîner sans aucun souci jusqu'à 30 minutes à cette intensité. Et les femmes enceintes du 3e trimestre de grossesse, on les invite à s'entraîner jusqu'à 20 minutes. Donc ça concerne évidemment les femmes qui sont entraînées, qui sont habituées, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être des sportifs de haut niveau. Ça peut être tout à fait une femme qui s'entraîne régulièrement, qui fait du HIIT, qui fait du cross-training, qui fait des activités qu'on connaît tous. Il n'y a plus de raison actuelle de leur dire maintenant tu stoppes ton entraînement parce que tu es enceinte et il faut rester en endurance de base. Donc ça, c'est ce qui nous a permis d'améliorer aussi cette prise en charge. Mais je sais que maintenant, le discours n'est pas encore véhiculé par tous. C'est pour ça que j'en profite aujourd'hui pour aussi dans les conférences avec des publics divers également, qu'on puisse donner les bons messages pour améliorer les discours. Jusque dans les années 2010 aussi, tout ce qui va être retour au sport après l'accouchement, on se basait surtout sur des critères temporels. On disait aux femmes, voilà, pour reprendre la course à pied après ton accouchement ou les sports d'impact modéré, il fallait attendre 12 semaines au minimum. La même chose avec des maternités de sportifs de haut niveau. On a pu observer que ces femmes qui ont eu la chance de courir pendant leur grossesse, de pratiquer une activité longtemps dans leur grossesse, on observait qu'elles reprenaient plus vite leur entraînement de course à pied. Alors là, je vous ai mis des femmes, des sportifs de haut niveau, mais finalement, on observe aussi ça chez les patientes qui ont maintenu une activité pendant leur entraînement, pendant leur grossesse, des activités d'impact comme la course à pied. Et on observait qu'elles reprenaient avant 12 semaines postnatales. Et donc, on a commencé aussi dans les différentes études à se demander finalement qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux femmes pour leur permettre de retourner à l'impact avec sécurité, tout en étant graduelles et en essayant de les accompagner, c'est-à-dire certaines femmes auront la possibilité peut-être de reprendre avant 12 semaines après leur grossesse. Et on sait bien qu'actuellement, la majorité des femmes attendent ces 12 semaines parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de pratique de course à pied pendant la grossesse pour aller optimiser ce retour. On a notamment des travaux qui ont été proposés, travaux de Grena Donnelly, qui ici dans l'infographie que je vous ai mis, proposait une séquence d'exercices graduels pour se préparer à la course à pied. Et là, on voit que dans sa proposition, elle propose d'attendre 12 semaines en moyenne avant de reprendre la course à pied. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver en moyenne dans la population des femmes aujourd'hui. Mais l'idée, c'est aussi de leur proposer une activité précoce après leur accouchement, de façon à revenir graduellement à l'activité pour qu'à partir de ces 12 semaines, elles soient prêtes à revenir dans une activité avec plus d'impact. Et donc ici, vous voyez, contrairement à ce qu'on propose en France, par exemple, notamment le premier bilan postnatal, il s'effectue souvent après 6 semaines. Sauf que pendant 6 semaines, les patientes elles peuvent déjà faire plein de choses. Elles pourraient déjà redémarrer la marche à pied dans les 0 à 2 premières semaines après leur accouchement. Et on leur propose aussi de déjà démarrer l'entraînement des muscles du plancher pelvien très rapidement, juste après leur accouchement, dès qu'elles sentent, elles sont OK, et un minimum d'envie de redémarrer l'entraînement. Ensuite, à partir de la 2e, 4e semaine, on commence à introduire des exercices plus fonctionnels. On fait des fentes, on peut faire des petits squats, on peut faire des exercices combustiers pour aller travailler plus globalement. À partir de la 4e semaine, on peut démarrer des sports d'impact léger, par exemple reprendre le vélo, reprendre de l'elliptique par exemple, tout en augmentant notre temps de marche et pourquoi pas la vitesse. Et puis, à partir de la 6e semaine, vous voyez, on est déjà dans des entraînements où on peut graduellement augmenter la charge dans les différents exercices de squat, de fente, redémarrer la natation à partir de 8 semaines, augmenter notre intensité, par exemple, sur les exercices comme le spinning ou le RPM. Et puis, comme objectif, réussir à venir à l'impact, tout avec une validation, vous voyez, de différents exercices, de différents critères fonctionnels qu'on devrait valider avant de revenir à la course. Et donc,
la majorité des femmes actuellement reprennent la course à pied, souvent dans ces critères, à partir de 10-12 semaines. Et dans mon projet de thèse, je voulais aussi proposer une reprise qui pourrait être effectuée plus tôt chez les femmes qui auraient la possibilité ou l'envie de revenir à la course à pied avant. On se rend compte aussi que 12 semaines, c'est le temps du congé des mamans. Souvent, après 12 semaines, elles reprennent déjà leur travail. Et l'objectif de mon travail, c'était de pouvoir leur proposer déjà de revenir à leur activité avant de reprendre leur travail, de façon à ce que les changements qu'elles vont vivre dans le retour au travail ne soient pas trop importants, c'est-à-dire vivre en même temps un retour au sport, une séparation avec leur enfant, retourner à leur vie de travail. Ça donnait beaucoup de challenges à ces femmes dans cette période. Donc 2025, c'est l'année où les auteurs commencent à proposer différents guidelines pour revenir à son entraînement de façon sécuritaire. Donc parfois, on devra attendre au moins 12 semaines et dans certains cas, on pourrait aussi reprendre plus tôt. Je vais vous donner aussi quelques petits conseils, notamment par rapport à la pratique de la course à pied ou de l'entraînement pendant la grossesse. Premier conseil, c'est que nos mamans, on va essayer de les encourager à rester le plus longtemps possible actives pendant leur grossesse et à ne pas modifier d'office leur activité physique comme on le faisait avant. Et donc, tant qu'elles se sentent confortables, à l'aise, pas de symptômes aussi, comme vous avez vu avec Marina, on peut continuer sa pratique et ne pas spécialement modifier sa pratique, tant qu'on reste à 90% de la fréquence cardiaque maximale. Et donc, dans les recommandations, vous voyez, ça c'est une infographie qui a été proposée par l'équipe de Motola du Canada en 2019. Ils proposent d'avoir un minimum de 150 minutes d'activité à intensité modérée par semaine. Et vous voyez, donc c'est au minimum. Donc, si on a des patientes qui font déjà 300 minutes, 400 minutes d'activité par semaine, on n'a pas de raison de leur demander d'arrêter ou de diminuer. On va demander d'avoir une intensité modérée. Et ça, c'est aussi intéressant parce que beaucoup de patientes qui pratiquent par exemple l'activité de la marche, quand on pose des questions sur la pratique, on peut leur demander un petit peu qu'est-ce que vous faites comme entraînement, madame. Moi, je vais me balader tous les jours, je vais marcher, j'ai un chien, je vais le promener, et donc je me balade avec mon chien tous les jours, par exemple. Et bien là, il faudrait savoir si son intensité, elle est modérée ou elle est plutôt faible. Parce que c'est l'intensité modérée qui va nous intéresser pour rentrer dans les recommandations et bénéficier de la protection de l'activité physique pendant la grossesse. Et donc, si la patiente vous dit non, je marche, c'est vraiment tranquille, mon chien il est vieux, je prends mon temps, il y a beaucoup d'arrêts, etc. On n'est pas dans l'intensité modérée. L'intensité modérée, on devrait pouvoir parler, mais on ne devrait pas pouvoir chanter, par exemple. On devrait pouvoir parler, mais on ne devrait pas pouvoir parler comme je suis en train de le faire maintenant. Donc, demander un minimum d'essoufflement à la patiente pour garantir qu'on est bien dans de l'intensité modérée. La course à pied, par exemple, ne fait pas partie des sports à éviter dans toutes les listes des pays qui se sont intéressés à cette thématique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous et pour nos coureuses. On peut les inviter à continuer la course à pied pendant leur grossesse tant qu'elles en ont envie et qu'elles n'ont pas de symptômes qui se développent. Actuellement, il n'y a pas non plus de semaine où on devrait arrêter notre pratique de course à pied pendant la grossesse. Mais sachez que la plupart du temps, les femmes, elles arrêtent entre la 20e et la 30e semaine de grossesse. Souvent, moitié de la grossesse, on commence à avoir un peu plus de maux, plus d'inconfort abdominal, parfois un peu plus de douleurs musculo-squelettiques, parfois les symptômes pelviens tels que l'incontinence urinaire. Et ça va être des vrais freins à la pratique. Et donc, les patientes, souvent, arrêtent relativement tôt, surtout par un manque d'information, un manque de guide, c'est-à-dire comment est-ce que je pourrais améliorer la pratique de la course à pied chez ma patiente enceinte. Ça, c'est encore des domaines d'expertise qui sont pas assez présents et donc les patientes n'étant pas guidées préfèrent arrêter. Le seul sport contre-indiqué, c'est la plongée sous-marine.
Et finalement, tous les autres sports peuvent être tout à fait pratiqués, et y compris les sports, par exemple, où on considère peut-être avec plus de risques de chute. Ce ne sont pas des sports interdits. Évidemment, les patientes, les mamans qui sont enceintes, elles savent très bien que si elles font de l'escalade, si elles font de l'équitation, si elles font du VTT de descente, oui, il y a plus de risques de chute, mais c'est vraiment la maman qui va elle-même décider d'arrêter. On ne doit pas les influencer négativement en leur disant « là, ce serait bien que tu arrêtes ». Il n'y a pas de recommandation, en tout cas, ce n'est pas soutenu par la science de dire à une femme « maintenant, il faut que tu t'arrêtes de t'entraîner parce que la chute pourrait être compromettante ». Ce serait vraiment chouette si après la conférence, vous pouviez essayer de démystifier un peu ces idées préconçues qu'on a sur la pratique du sport pendant la grossesse. Donc quand j'effectue une activité physique adaptée pendant ma grossesse, j'ai pas plus de risque de perdre le bébé au premier trimestre de grossesse. Ça, c'est vraiment le message numéro 1 qu'on doit véhiculer. C'est-à-dire que 20% des grossesses ne terminent pas. La prévalence de cette perte fœtale du premier trimestre, elle est vraiment importante. Pardon. Indépendamment de la pratique sportive. Donc c'est important d'expliquer aux patientes, de se rassurer avec cette pratique du premier trimestre, et que finalement, s'il devait se passer quelque chose, c'est probablement que la qualité génétique, la placentation n'était pas correcte et que la grossesse s'est arrêtée. Ça permettrait d'enlever beaucoup de culpabilité que les femmes portent quand elles ont leur fausse couche du premier trimestre de grossesse. Pas plus de risque d'avoir un bébé qui naisse prématurément, pas plus de risque de retard de croissance intra-utérin, ni d'avoir des bébés qui ont des faibles poids de naissance, pas plus de césarienne non plus pour les femmes qui pratiquent une activité, ni d'instrumentation. Et pas plus de risque d'avoir des déchirures périnéales, ni de recours à l'épisiotomie. Pendant longtemps, même encore maintenant, on associe un plancher pelvien qui pourrait être fort, qui pourrait être compétent, parce que c'est ce qu'on peut retrouver. Les femmes qui pratiquent une activité physique pendant leur grossesse vont avoir une fonction périnéale qui va être meilleure que les femmes qui ne font pas d'activité physique, indépendamment des exercices des muscles du plancher pelvien. Mais cependant, on peut avoir un plancher pelvien qui soit fort et qui soit aussi souple, qui ait aussi la capacité de se relâcher. Donc ça aussi, important de se dire que voilà, c'est pas parce qu'une patiente qui a pratiqué du sport et qui va vivre une déchirure périnéale le jour de son accouchement, c'est pas parce qu'elle a pratiqué une activité physique pendant sa grossesse. Ça n'a rien à voir. Finalement, c'est aussi important de se dire que les femmes qui pratiquent une activité physique, comme celles qui n'en pratiquent pas, ont la possibilité d'avoir des déchirures et qu'il n'y a pas de causalité avec leur pratique sportive. Je vais vous faire un petit mot sur la course à pied pendant la grossesse, parce qu'il y a de la littérature qui timidement ressort concernant la pratique. Les deux premiers points, vous voyez ici que les coureuses continuent de courir enceintes. 70% des femmes continuent à courir enceintes. C'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans nos cabinets ou dans peut-être notre entourage. Et que 40% d'entre elles, en moyenne, continuent de courir au 3e trimestre de grossesse. Vous vous doutez bien que ces deux premiers points concernent une population élite entraînée, mais pas finalement les patientes, les coureuses qu'on connaît. Par contre, le 3e point est assez représentatif, c'est que la plupart des femmes vont arrêter de courir à partir de la moitié de leur grossesse. Que ce soit des coureuses récréatives ou compétitrices, eh bien, il va y avoir une diminution aussi du volume et de l'intensité de façon spontanée. Comme je vous disais, on commence à avoir des petits changements, des petits inconforts abdominal qui va faire que je préfère arrêter plutôt que d'adapter peut-être aussi ma pratique. Mais bon, maintenant on peut rassurer nos patientes et votre entourage, on peut courir enceinte, c'est sécuritaire. Quand on est athlète avec un volume plus important, quand on est une coureuse régulière, et puis on peut même démarrer la course à pied pendant la grossesse. Alors ce point est toujours un petit peu interpellant. Ah bon, on peut courir? Ben oui, Marina vient de vous faire un super beau topo sur la course à pied. C'est pas un sport d'impact élevé pour le plancher pelvien. Ok, quand elle est aussi proposée de façon graduelle et évolutive, c'est possible.
j'ai une patiente qui m'a contactée pour justement son activité physique pendant sa grossesse. C'est beaucoup de motifs de mes consultations en ce moment. Et elle me disait, moi, c'est ma deuxième grossesse. À la première grossesse, j'ai pris plus de 20 kilos. J'ai eu un accouchement très compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à perdre mon poids de grossesse. J'ai eu beaucoup de symptômes. Ça a été vraiment très compliqué. Et là, pour cette deuxième grossesse, j'ai vraiment envie de bouger. Mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas le temps d'aller en salle de sport. J'ai 20 minutes tous les jours le midi. Et mes collègues, ils vont courir. Et j'ai envie d'aller les accompagner. En tout cas, de démarrer avec eux la course à pied, y aller peut-être à mon rythme, mais au moins, j'ai envie de bouger le midi. Et donc, on a commencé un programme de reprise de course très graduel. Au démarrage, elle faisait 30 secondes de course, 1 minute de marche. Et puis, au début, elle faisait 6 blocs, et puis elle a fait 7 blocs, et puis on est monté à 10 blocs. Puis on a tranquillement augmenté le temps de course. Et puis, en 12 semaines, ma patiente a validé son 20 minutes de course en continu. Et donc, elle a démarré clairement la course à pied pendant sa grossesse. Et j'ai eu la chance de courir jusqu'à quasiment 5 mois et demi, 6 mois de grossesse. Donc, c'était vraiment une vraie réussite dans son cas. Et finalement, elle a vécu une fin de grossesse, ou en tout cas une deuxième grossesse, de façon beaucoup plus agréable, pris beaucoup moins de poids et a eu moins de symptômes pendant sa deuxième grossesse. Donc ça, c'est vraiment un game changer qu'on peut aussi mettre en place avec nos patientes. En tout cas, si j'arrive à maintenir mon activité de course ou peut-être d'impact longtemps dans ma grossesse, ça va optimiser le retour à la course à pied après l'accouchement. Ici, je vous ai partagé mon étude qui vient de sortir. Je suis hyper contente dans le PHOP. C'est un journal concernant la santé de la femme et tout ce qui est gynécologie et physiothérapie dans le sport. Et là, j'ai voulu observer dans cette étude de thèse l'effet d'utiliser une ceinture pelvienne et abdominale pendant la grossesse et observer si ça pouvait améliorer des variables biomécaniques et aussi le confort abdominal chez les femmes enceintes du 2e et 3e trimestre de grossesse. Et donc dans mon étude ici, on a pu observer que quand on portait une ceinture abdominale, on pouvait observer, vous avez à gauche ici l'impact magnitude, qui est finalement les forces d'impact qui ont été évaluées avec cet accéléromètre que vous voyez ici. C'est un accéléromètre qu'on place au niveau du bassin, qui s'appelle Renesi. Et on a pu observer que quand les patients couraient avec la ceinture abdominale, eh bien, avec leur cadence préférentielle, que vous voyez ici, eh bien, on avait diminué significativement cette variable biomécanique. Et on avait aussi amélioré l'instabilité dynamique du bassin, pareil, quand elle portait la ceinture, versus quand elle ne portait pas la ceinture. Pour l'inconfort abdominal, j'ai pas eu de résultats concluants parce que mes patientes n'avaient pas de base beaucoup d'inconfort au niveau abdominal. Mais donc probablement ça pourrait être intéressant aussi de proposer à des patientes qui ont de l'inconfort abdominal et pelvien d'utiliser une ceinture dans leur pratique pendant leur grossesse, que ce soit dans la course à pied ou aussi dans un autre type de sport. Le type 2 que je voulais vous proposer, c'est que les patientes, quand elles courent, on ne va pas leur demander de contracter de façon continue les muscles du plancher pelvien. Ce que vous expliquiez tout à l'heure, Marina, on a cette activité... Oula, pardon. On a cette activité anticipatoire qui nous permet de pouvoir rester... Hop, voilà. Et que finalement, c'est impossible d'aller contracter nos muscles du plancher pelvien à chaque impact. Et puis finalement, c'est absolument pas nécessaire parce qu'on a besoin d'aller réentraîner finalement ces stratégies dans d'autres exercices qui nous préparent à revenir à la course à pied. D'où finalement l'aspect graduel pour réintégrer mon impact modéré. Je dois d'abord réintégrer l'impact léger par la marche, peut-être par du vélo, par des exercices fonctionnels. Et c'est par cet entraînement que je vais aller optimiser ce recrutement qui s'effectuera de façon plus intéressante et plus optimale quand je retournerai ensuite à l'impact. Si on a des patientes qui sont vraiment très stressées dans le retour au sport, c'est un des freins principaux, c'est d'avoir peur de développer des symptômes quand je retourne à mon entraînement.
Alors, c'est un peu la même chose pour une coureuse qui pourrait avoir des fuites urinaires quand elle court. Elle s'arrête, elle interrompt sa pratique, et puis, parce qu'elle pense qu'il faut arrêter, donc elle arrête de s'entraîner, elle fait peut-être des exercices d'entraînement périnéal, et puis elle va retourner à la course à pied. Et parfois, les patients ont tellement de crainte d'avoir des symptômes que peut-être qu'on pourrait leur proposer à ce moment-là de démarrer l'entraînement de course à pied avec peut-être quelques contractions périnéales, un petit entraînement périnéal avant de démarrer leur entraînement de course à pied. Peut-être même de les faire sauter sur place, peut-être en contractant un tout petit peu le plancher pelvien et de voir que tout se passe bien. Ça va être aussi des tips que vous pouvez proposer de façon à valider un petit peu la confiance de la patiente dans l'activité avant de revenir après avec une stratégie où je ne pense plus à mon plancher pelvien quand je cours. Okay. Et je vais pouvoir après la remettre en confiance de façon graduelle. Quand je retourne à la course à pied, à l'activité physique après l'accouchement, comme on disait, le tips que vous pouvez aussi proposer en postnatal, c'est finalement de revenir rapidement à une activité physique après leur accouchement. C'est-à-dire que dès qu'on a envie, dès qu'on se sent bien, dès qu'on a surtout l'envie, parce que parfois on est fatigué, mais on se dit quand même « Ah, j'ai envie de retourner bouger », on peut retourner à la marche active, par exemple, relativement tôt. Dans la littérature, il n'y a rien qui supporte que retourner tôt au sport après un accouchement pourrait être nocif. Justement, on a beaucoup plus d'effets bénéfiques de revenir à une activité physique tôt, plutôt que des effets délétères, qui ont longtemps été supposés concernant la santé périnéale et l'activité physique chez la femme. Et donc ici, je vous ai mis le consensus d'experts qui a été effectué en 2024, et on a demandé à des experts, donc un consensus d'experts, c'est on réunit les meilleurs experts concernant une thématique. Donc ici, c'était la santé sportive, la santé féminine, dans le sport. Et on a demandé à ces experts, qu'est-ce que vous en pensez, combien de temps on devrait attendre avant de revenir à la course après l'accouchement? Ce consensus, il est vraiment très solide. Il a été publié dans un journal avec un impact factor très élevé, un journal très influent et très important dans le monde de la kiné du sport et la médecine du sport. Et on a interviewé donc une centaine d'experts et on leur demandait combien de temps il faudrait attendre. Donc, et vous voyez les consensus ici. On devrait attendre au moins 3 semaines avant de reprendre la course à pied après l'accouchement. Et là, si vous voyez, au niveau des accords, dans le deuxième round, on a eu 76% d'accords, et dans le troisième round, on est monté à 85% d'accords. Pour qu'un critère soit validé, il faut un minimum de 75% d'accords. Donc vous voyez ici, on a aussi proposé la même chose, qu'il faudrait attendre 6 semaines ou qu'il faudrait attendre 12 semaines, et vous voyez qu'au niveau de l'accord, c'est les 3 semaines qui a remporté les critères d'attente minimale avant de revenir à la course. Donc on s'éloigne de plus en plus de cette vision qu'il faudrait attendre absolument 12 semaines avant de revenir à la course à pied. Alors évidemment, ça ne va pas concerner toutes les femmes. D'accord que si c'est une patiente qui n'a pas pratiqué la course à pied du tout pendant sa grossesse, il y a très peu de chances qu'elle réussisse à revenir à l'impact modéré après 3 semaines. Et donc moi, dans mon étude Delphi, j'ai aussi fait un consensus d'experts et j'ai voulu leur demander un petit peu des questions concernant justement ces différents critères fonctionnels qu'on devrait valider avant de revenir à la course à pied. Et donc ici, je voulais aussi vous montrer dans le consensus de Christopher Shefali. Ici, vous avez tous les exercices fonctionnels qu'il faudrait valider avant de pouvoir revenir à la course à pied. Et donc, vous voyez, on demande aux patientes d'avoir la possibilité de marcher 30 minutes, de faire des exercices d'équilibre sur une jambe pendant 10 secondes, d'être capable de faire des squats sur une jambe 10 fois chaque côté, de pouvoir courir sur place pendant 1 minute, de faire des petits bonds vers l'avant 10 fois, de réussir à faire des exercices d'équilibre, rolling woman, de flexion à l'extension, des exercices où je monte sur le point de 2 pieds, et puis être capable de me relever d'une chaise sur une jambe une vingtaine de fois. Et donc, vous voyez maintenant, c'est plus des critères temporels qui vont nous donner la possibilité de revenir à l'impact modéré, mais ça va bien être la validation de différents critères qui va nous montrer la possibilité de supporter une charge reliée à l'impact modéré.
Et donc, la marche de 30 minutes fait partie aussi des premiers, on va dire, goals que vous pouvez proposer aux femmes en postnatal. C'est déjà d'être capable de pouvoir marcher 30 minutes sans développer de symptômes abdominopelviens ou sans exacerber les symptômes que la patiente pourrait déjà avoir dans son quotidien. Ça, c'est vraiment notre critère minimal à valider. Dans mon étude des filles, moi, j'ai essayé de proposer d'améliorer un petit peu la compréhension des différents tests et surtout comment est-ce que je pourrais les proposer. Et par exemple, j'ai demandé si on devait demander une marche de 30 minutes, mais à quelle vitesse ça devrait être réalisé. Est-ce que c'est vitesse lente? Est-ce que c'est vitesse modérée? Et là, dans le consensus, vous voyez, 93% d'accord, où on devrait marcher avec une vitesse modérée. J'ai demandé si on devait aussi avoir un essoufflement léger autorisé. Donc, vous voyez, j'ai aussi un accord pour cette partie. Et la poussette. J'ai aussi demandé si on pouvait réaliser le test avec la poussette. Et vous voyez, j'ai pas eu d'accord qui a été validé. Simplement parce que c'est vrai que quand je marche avec une poussette, c'est plus difficile de réaliser mon test. Pousser, surtout si la poussette n'est pas légère, si elle est moins maniable, ça peut augmenter les contraintes abdominales et biaiser le test. Je leur ai demandé aussi si on devait faire une évaluation abdominale avant de pouvoir revenir à la course à pied après l'accouchement. Et je voulais voir justement si des exercices abdominaux comme des curl-up, que vous connaissez, c'est un peu des sit-up aussi, devraient être validés avant de revenir à la course à pied. Et vous voyez, j'ai pas du tout eu d'accord. Finalement, les abdominaux type curl-up ne sont pas des critères minimaux à valider avant de revenir à la course à pied. Enfin, j'aurais demandé des facteurs cliniques et obstétricaux. Est-ce que, en fonction de ces différents facteurs, je devrais considérer une reprise de course à pied avec plus de prudence? Et vous voyez, dès qu'on a dépassé 70% d'accord ici, eh bien, on va considérer que ces patients devraient peut-être reprendre avec un petit peu plus de prudence que celles qui n'auraient pas ce type de facteurs. Comme par exemple, j'ai accouché avec des instruments type forceps, j'ai eu une césarienne, j'ai eu une déchirure périnéale importante, j'ai eu des complications obstétricales, j'ai aussi des troubles alimentaires où je souffre d'un syndrome Rett, si j'ai des troubles musculo-squelettiques persistants, et si la maman va avoir une fatigue très élevée, on a un score postnatal supérieur à 19. Et donc cette population pourrait reprendre la course à pied, mais avec plus de prudence. Par exemple, en reprenant avec un programme de course à pied qui soit très graduel et comme reprendre par exemple avec 30 secondes de course au lieu de proposer un retour avec par exemple 1 minute qu'on pourrait proposer à une patiente qui n'aurait pas ces différents critères. Ces différents points aussi ont été mis en évidence concernant la pratique. Est-ce que quand je suis une coureuse novice, je ne sais pas ce que c'est la course à pied, je démarre la course à pied, la maman qui n'a pas pratiqué d'activité physique depuis au moins 1 an, une maman qui n'a pas repris l'activité physique depuis son accouchement, ou une maman qui n'a pas pratiqué d'activité ni de sport d'impact depuis plus d'1 an ou pendant sa grossesse, pareil, ces mamans devraient revenir à l'impact avec 30 secondes en termes de quantité d'entraînement, de façon à avoir un retour avec plus de prudence. Les mamans qui ont accouché il y a moins de 12 semaines également et qui ont une assistance instrumentale comme forceps par exemple, les mamans qui ont accouché justement avec déchirure périnéale par césarienne ou qui ont eu des complications sévères, pareil, je devrais avoir un critère de prudence et revenir à l'impact avec plutôt 30 secondes. Et enfin, les mamans qui souffrent d'un Rett, d'une maladie congénitale des tissus conjonctifs, peut-être que vous les connaissez, mais syndrome de Ehlers-Danlos, syndrome de Marfan, un contexte d'hyperlaxité. Les mamans qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30, donc plutôt en obésité, ou plutôt les mamans qui sont aussi en sous-poids. Et les mamans qui ont des douleurs musculo-squelettiques ou des histoires de fractures de stress, pareil, on devrait leur proposer de revenir avec un impact de 30 secondes dans leur reprise de course à pied. Et donc ici, vous voyez, pour vous donner un peu une idée des différents programmes qu'on pourrait proposer, et ça c'est mon travail de thèse, je suis en train de valider cet arbre décisionnel, donc suivre les différents critères et ensuite revenir avec des programmes de course plus ou moins
le rapide. Vous voyez les mamans qui ont un petit peu tous les feux verts, ont eu la chance de pratiquer un sport ou la course à pied pendant leur grossesse, qui ont eu un accouchement plutôt facile, qui n'ont pas de symptômes dans leur quotidien. Eh bien, ces mamans pourraient reprendre déjà, vous voyez, avec ce programme ici, où en 6 semaines, elles arrivent à courir 30 minutes en continu. Et si vous regardez un peu le programme ici, on démarre avec 8 minutes, et puis au bout de 2 semaines, la maman a déjà validé 15 minutes. Versus un programme beaucoup plus graduel, où on démarre avec du 30 secondes de course, et on attend 3 semaines avant de revenir à 1 minute de course en termes d'impact. Et ce programme s'effectue sur 12 semaines. Donc, vous voyez, double de temps, mais ça pourrait être vraiment intéressant de proposer ce type de programme pour les mamans qui ont bénéficié, qui ont eu des critères de retour avec prudence. Et enfin, le programme de marche qu'on a développé aussi, qui nous propose de nous préparer à revenir à la course à pied. Et donc là, sur 5 semaines, la maman qui peut alterner de la marche rapide et de la marche lente afin de pouvoir la préparer à revenir à de l'impact modéré. Voilà pour moi. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci en tout cas de m'avoir invité. Et... Est-ce que vous avez des questions sur la deuxième partie de la conférence? J'avais une question sur est-ce qu'on peut reprendre tout type de course, parce qu'on a vu avant que justement plus la longueur du pas ou plus la vitesse est importante, plus les pressions abdominales seront fortes. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut continuer aussi tout ce qui va être sprint ou fractionné rapide ou des choses comme ça? Pendant la grossesse ou en post-natal? Les deux. Pendant la grossesse, en post-natal ou... Alors ça, c'est évidemment quand je reprends la course à pied après mon accouchement, on va reprendre avec de la vitesse lente. On va valider, en fait, si tu repenses un petit peu aux différents types de sports, on a la marche qui est un sport d'impact léger, puis on a la course après qui est un sport d'impact modéré. Mais on peut se rapprocher des contraintes qu'on va générer en course quand on va alterner par exemple de la marche rapide et de la course lente. Donc ça, c'est vraiment un moyen intéressant de proposer un retour à l'impact beaucoup plus graduel et de façon mieux tolérée par les patientes quand je reprends avec de la vitesse lente. Et évidemment, la préparation au sprint, on ne parle plus de la même catégorie de sport, où là, on a plutôt tendance à se rapprocher un petit peu d'impact modéré à élevé, surtout si, par exemple, je suis une novice et je veux démarrer le sprint, je sais que la qualité de course ne va pas être encore la plus efficace possible. Donc c'est certain qu'en fonction de tes objectifs, on ne va pas avoir la même proposition dans l'évolution. Mais en postnatal, on va toujours d'abord valider le fait qu'on sache courir 30 minutes en continu à vitesse lente avant de pouvoir, par exemple, redémarrer de l'intensité en termes de vitesse, par exemple. Et sans parler de retour au sport, oui. Mais on a vu qu'on pouvait continuer la course à pied comme on le faisait pendant la grossesse. Oui. Est-ce qu'on peut aussi continuer ces séances-là plus intenses, ou est-ce qu'il va falloir diminuer justement cette intensité au fur et à mesure de la grossesse? En fait, si tu le tolères bien, maintenant, les recommandations qu'on va donner pendant la grossesse, c'est surtout plus en fonction des stades de la grossesse. Avant, on parlait de suivre la physiologie de la grossesse. Maintenant, on va suivre les symptômes. Et donc, tu vas avoir des patientes qui sont au 3e trimestre de grossesse, qui arrivent encore à courir et qui ont vraiment très peu de modifications, très peu de confort, qui tolèrent très bien l'entraînement. Et il y a des patientes qui, fin du 1er trimestre de grossesse, début du 2e, plus la capacité de courir parce que de l'inconfort, parce que des symptômes, parce qu'il y a aussi le côté crainte qui est aussi très présent chez les femmes. Mais si une femme tolère bien l'intensité, on sait que jusqu'à 90% de la fréquence cardiaque maximale, on peut encore s'entraîner. Donc ça te permet d'avoir une possibilité de t'entraîner encore avec de la vitesse. Ouais. Est-ce que moi j'avais une question parce qu'au 1er trimestre, il y a quand même beaucoup de patientes qui, avec la fatigue, les nausées, sont amenées à diminuer drastiquement leur niveau de sport, alors en course, mais même dans tous les sports. Oui.
Et du coup, après, c'est compliqué de reprendre quand Oui. on s'est arrêté pendant des fois 3 ou 4 mois en fonction de la durée nausée. Donc ouais, la question c'est un peu, est-ce que sur le programme de reprise, enfin du coup c'est un vrai programme de reprise déjà au milieu de grossesse à cause de l'arrêt du début. Clairement. Du coup en termes d'organisation ou de conseil, on pourrait leur mettre un schéma un peu identique à ce que vous proposez en postpartum. Tout à fait. Oui, ils sont aussi tout à fait OK pour le prénatal. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai remis ma patiente qui ne courait pas pendant la grossesse et elle prit le programme aussi que je vous ai montré, qui est juste ici. Je peux vous partager sans problème celui-là, où on prend avec du 30 secondes de course et donc j'aurai un petit peu la même, peut-être pas avec le même côté graduel pour la patiente qui aurait déjà couru et qui aurait arrêté un petit temps, mais c'est déjà voir avec elle ce qu'elle tolère et commencer peut-être avec peut-être pas d'une minute, ça dépend un petit peu où elle en est, mais oui, reprendre avec 5 minutes de course, avec des blocs d'arrêt et puis progressivement augmenter son temps de course. Ouais, parce que ça, je l'ai beaucoup dans ma patientèle, des patientes qui courent énormément avant. Oui. Et du coup, elles se prennent 3 mois d'arrêt à cause des nausées. Oui. Et du coup, elles flippent de la Ouais. reprise. Et j'avoue que j'ai du mal à les conseiller. Du coup, si elles ont peur, alors donne-leur le programme de 1 minute de course. Ouais, Et il est merci très bien beaucoup celui-là, pour le premier, tu peux le prendre sans problème celui-là. Il est aussi disponible sur la clinique du coureur gratuitement. C'est le programme, vous tapez programme postnatal, la clinique du coureur et vous l'avez gratuitement. Vous reparlez de la reprise progressive de la course à pied, mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné parler de la reprise progressive de la course à pied en descente? Parce qu'en fait, finalement, ça va être sur le plat où il y aura le moins de pression intra-abdominale. Plat ou en côte. Avec le dénivelé, enfin, quand on monte, il faut un moment de descente, souvent. Ouais. Donc, peut-être une reprise progressive aussi Oui. du dénivelé. Oui, tout à fait, le dénivelé. Alors, ça dépend aussi où vit la patiente. J'ai des suivis aussi de femmes qui vivent dans les Alpes, par exemple, et chez elles, trouver 15 minutes plat, il n'y a pas. C'est compliqué. Chez nous, c'est pas compliqué. Non, c'est moins compliqué, chez moi non plus. Chez Chez moi, c'est pareil, à Bruxelles, c'est pareil. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est que probablement que cette patiente, elle est déjà adaptée aussi à son environnement. Donc, première chose, c'est dans sa pratique, par exemple, est-ce qu'elle a déjà été embêtée auparavant dans les descentes, par exemple. Ça, c'est important aussi de peut-être avoir l'historique au niveau des symptômes. Si la patiente a déjà eu des historiques, évidemment, de fuite urinaire dans les descentes, et qu'elle a plus, donc on sait qu'il y a plus de risques de développer ces symptômes quand elle va reprendre la descente. Je vais aussi être graduelle en termes de, effectivement, temps de course dans la descente. Lui donner les conseils d'avoir cette économie de course et cette efficacité, c'est-à-dire faire des petits pas pour éviter d'avoir des trop grandes enjambées, travailler sur son déplacement vertical, et peut-être même lui proposer de fractionner les descentes. Parce que imaginons, c'est une patiente qui va monter pendant 20 minutes, elle va aussi descendre pendant 20 minutes. Ben, c'est certain que ce ne sera pas adapté d'aller courir pendant 20 minutes en continu dans une descente. Donc là, pareil, tu peux fractionner le retour dans la descente en fonction des symptômes. Moi, je vais souvent suivre d'abord les symptômes de ma patiente. C'est-à-dire, c'est elle qui va me dire combien de quantité de course elle est capable de tolérer avant d'avoir ces symptômes, avant de vouloir lui dire tu fais d'office 1 minute de course, 1 minute de marche dans les descentes. J'essaye d'aller quand même chercher le niveau de la patiente. Maintenant, si c'est dans une reprise postnatale et qu'on n'a plus de repères parce que ça fait 1 an qu'elle n'a pas couru, alors on peut être plus conservateur. Et je suppose que la descente, oui. La course en descente en pente oui. est moins impactante que la descente d'escalier en descente. Pas nécessairement, parce que les escaliers, on fait quand même des plus petits pas. Maintenant, ça dépend quelle est ta stratégie. Ça dépend comment elle descend les escaliers. Si elle descend aussi, si elle est agile et qu'elle est habituée à faire des escaliers, par exemple, je pense qu'elle aura une technique plus efficace que si elle fait de la descente sur du plat, enfin linéaire, pardon, et qu'elle est moins habituée. Moi, je pense que c'est une question aussi d'entraînement et d'adaptation à l'activité. Parce que parfois, on va avoir des patientes qui
vont développer des symptômes dans des activités où tu as l'impression qu'il y a moins de contraintes que ce qu'elle fait au quotidien, mais elle est adaptée à son entraînement du quotidien. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite question? J'ai une question sur les slides que vous avez passés où vous faites état que la pratique sportive elle augmente pas les risques pendant la grossesse, mais est-ce que la science a montré que ça diminue des risques? Alors, il va y avoir beaucoup de protections concernant l'effet positif, concernant l'hypertension artérielle, concernant le risque de prééclampsie, le diabète gestationnel, limitation de la prise de poids, amélioration de la santé mentale. Donc oui, il va y avoir des effets positifs de pratiquer une activité physique, et effets protecteurs en tant que tel de la grossesse. Par exemple, le stress, l'anxiété, on peut plutôt être corrélé justement à un risque de, par exemple, de prématurité. Parce que quand je suis trop stressée, je vais augmenter ma résistance dans mes artères utérines, qui peut rendre en fait la grossesse impropre et aller jusqu'à une prématurité. Donc oui, il y a quand même des effets protecteurs montrés. Et évidemment, on parle aussi, dans les études, on parle aussi de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire on n'est pas dans des cas extrêmes d'entraînement non plus. Merci. Avec plaisir. C'est une question plus générale sur plutôt la représentation des études scientifiques et de la santé de la femme. Là, vous parlez à un public globalement de kinés, étudiants kinés ou professionnels du sport. On est assez facile à convaincre. Qu'en est-il des autres professions? Comment se passent les kinés par rapport à ça? Qui sont les plus réticents? Comment ça se passe pour eux? Et tu parles des professions, lesquelles? Gynéco? Typiquement, gynéco, sage-femme aussi, qui sont plutôt dans un côté protecteur, quitte à en faire moins. Comment se positionner et comment on se positionne aujourd'hui par rapport à ça? Je pense qu'il faut toujours venir se positionner avec un support de la science. Ça, déjà, c'est un public qui est séduit par ça. Maintenant, malheureusement, il y a les croyances qui sont présentes, et il va y avoir des gynécologues qui, malgré le soutien de la science, vont quand même avoir leur propre réticence. Je pense que ça, c'est la génération des gynécologues qui termine. et maintenant, on fait face à une population de gynécologues qui est aussi plus active, qui pratique aussi la course à pied. Et donc, cette population, elle est elle-même intéressée pour son expérience, pour ses grossesses à venir. Donc ça ouvre beaucoup plus de liberté dans la discussion, dans les propositions d'activités qu'on pourrait faire dans nos cabinets, par exemple. Moi, je réalise des conférences aussi dans les maternités, c'est-à-dire ils ont des staffs parfois pour venir proposer une conférence sur l'activité physique. Il y a un ouvrage aussi qui a été édité en 2020 sur l'activité physique de la femme enceinte des éditions Lavoisier, où vous avez toutes les références scientifiques sur le sujet. Donc ça peut être aussi l'occasion de leur glisser l'ouvrage. Mais évidemment, moi j'ai eu, quand j'ai démarré ma thèse de doctorat, c'était un autre sujet. C'était justement l'évaluation de la condition physique de la femme enceinte. Et j'ai été frappée à la porte d'un hôpital universitaire. Et le chef de service m'a vraiment jeté, quoi. De dire, mais pourquoi est-ce que vous l'évaluez pendant la grossesse? Mais c'était un médecin qui s'occupait uniquement des grossesses à complications, qui est dans une situation beaucoup plus extrême et n'avait pas la capacité d'aller extrapoler à une population qui va bien. Donc voilà, ça va aussi changer parce que la gynécologie, la nouvelle génération change, n'est plus la même. Et l'idéal, ce serait d'avoir l'intégration dans leur cursus de base, cette notion d'activité. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, des effets, comme expliquait Marina, les effets de l'entraînement sur les caissons intra-abdominales. Ça devrait être la base, en fait, pour qu'ils puissent comprendre un minimum. Et qu'ils puissent aussi avoir le discernement, en fait, pour chaque grossesse, quoi. Merci.
Tu fais ton sport, c'est bien, bravo, bravo. Moi, c'était pour valider ce que vous venez de dire, parce que je suis sage-femme libérale. Donc, du coup, ça Ouais. va pouvoir répondre à la question qui vient d'être posée. On n'a absolument aucune formation sur la pratique. Enfin, j'ai presque 10 ans de diplôme, donc j'avoue, voilà, il y a peut-être eu des évolutions depuis. D'ailleurs, la formation a été rallongée d'1 an depuis que j'ai été diplômée. Je ne sais pas ce que contient cette année supplémentaire, mais en tout cas, oui, on n'a aucune notion de... Enfin, on nous dit, oui, c'est important de faire du sport, Oui, mais juste en fait, ça s'arrête là. C'est des messages de prévention de base qu'on entend tous à la télé. Et même en termes de périnée, en fait, si on veut être au taquet, parce qu'on a le droit de faire la rééducation du périnée comme les kinés, sauf qu'en fait, on a une formation un peu minable, hein, si je puis dire, quand même, en termes de rééducation du périnée. Moi, pour en pratiquer, je suis allée faire des formations supplémentaires quand je me suis installée en libéral, après d'organismes adaptés. Donc, ouais, le problème, en fait, c'est qu'au niveau gynéco-obstétrique sage-femme, on n'est pas du tout formé comme vous, kiné, on n'a pas du tout les mêmes pieds. Même moi qui suis quand même depuis 5 ans que je suis en libéral, je suis toujours à encourager les patientes à faire du sport, à maintenir, etc. parce que je suis assez sensibilisée sur le sujet parce que curiosité personnelle. Donc je connais plusieurs collègues sages-femmes qui sont aussi elles-mêmes très sportives et qui encouragent les patientes à faire du sport. Mais globalement, on a, j'ai envie de dire presque tous les jours, une femme qui se pointe en début de grossesse dans mon cabinet qui dit par contre, je faisais du sport avant et là j'ai tout arrêté parce que j'ai trop peur de la fausse couche. Ça veut dire qu'en fait, démonter les idées préconçues, c'est notre pain quotidien. Et les gynéco-obstétriciens qui sont, comme vous l'avez très bien dit, plutôt à gérer des pathologies. Du coup, eux, c'est des problématiques encore différentes. Clairement. Et ils sont beaucoup plus frileux que nous à encourager les patientes à faire du sport et à encourager la pratique. Parce que nous, en tant que sage-femme, on est cantonné à la physiologie. Donc, on a des patientes qui vont bien et qui développent très peu de pathologies. Et moi, je l'observe vraiment, les patientes qui sont les plus sportives et qui maintiennent un maximum le sport pendant la grossesse. Les accouchements se passent globalement beaucoup mieux, plus rapide, plus facile. Et la reprise en postpartum, elles vont bien mieux aussi. Je sens moins de dépression postpartum, moins de blues, etc. Sincèrement, les bénéfices sont monstrueux. Là, les études récentes qui sortent sur le sport et la grossesse, c'est magnifique. Voilà, pour confirmer aussi ta question. Merci pour ton témoignage. C'est chouette. Voilà, donc je me permets de conclure pour ce soir. J'aimerais vraiment remercier de la part de tous mes camarades et de moi-même les personnes qui sont venues, ainsi que Mariam et Marina qui ont fait leur présentation. Je pense qu'on peut les applaudir parce que... Merci aussi à Arnaud pour la coordination de tout ça, parce que ça nous a bien aidé quand même pour tout ce qui est co-organisation d'ici et même à propos de la conférence. Et voilà, merci encore à tous d'être venus. N'hésitez pas à vous former en course à pied auprès de la clinique du coureur, que vous soyez professionnel de santé ou étudiant. Et je vous souhaite une bonne soirée.